Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreprums. Comme vous le savez, nous avons une chronique cette année agricole. C'est l'agriculture que l'on va suivre et développer pendant toute cette saison. La semaine dernière, nous avons eu un Prams spécial avec tout ce qui est formation, école, développement agricole sur notre territoire. Donc il y a eu plusieurs centres de formation, le CF a été présent, l'école de convenance était là, on a fait un point sur le futur, quelle formation, comment faire pour inciter les jeunes à se mettre dans l'agriculture. Et je vous avais déjà prévenu qu'ayant fait un suivi de la grosse crise agricole qui se passe sur le territoire hexagonal, que j'allais inviter ce soir plusieurs intervenants, des acteurs économiques de notre territoire, afin qu'ils nous parlent de leur métier et de savoir par rapport à la situation actuelle, s'ils arrivent à développer des exploitations, s'ils arrivent à s'en sortir, comment consommer, est-ce que leur nourriture est distribuée, est-ce qu'ils arrivent à produire, quels sont les frais, quelles sont les charges et est-ce qu'ils se sentent concernés par la crise actuelle, puisqu'il y a une crise qui touche d'ailleurs plusieurs pays, même européens, puisqu'on a une histoire de concurrence déloyale, on va en parler aussi pendant tout au long de cette soirée. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous laisse vous présenter. Déjà, merci d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes les syndicats des jeunes agriculteurs. On a déjà reçu votre syndicat dans l'émission. D'ailleurs, c'est avec votre syndicat qu'on a décidé, que j'ai décidé qu'on ferait la chronique sur l'agriculture, parce que j'hésitais avec un autre thème, sachant que l'année dernière, on avait fait sur les femmes, donc tous les métiers des femmes dans les entreprises. Donc, comment ça se passe pour vous? On sait qu'il y a eu beaucoup de réunions. Est-ce que pour la Guadeloupe, vous êtes au courant de ce qui se passe sur le territoire hexagonal et comment ça se passe plus largement dans votre syndicat par rapport à la situation actuelle? Est-ce que vous profitez pour faire remonter toutes les doléances que vous avez? Tout d'abord, bonsoir. Et oui, dans le syndicat, nous faisons beaucoup de réunions afin de pouvoir faire remonter les informations qu'il y a. Nous prenons tout ce qu'il y a, toutes les difficultés que nous retrouvons, et nous faisons remonter. Et ce qui est très important parce qu'on ne se rend pas compte que l'agriculteur maintenant n'a pas spécialement le temps. Donc c'est important de regrouper toutes les informations et toutes les problématiques qu'il va retrouver afin de faire remonter. D'accord, merci. Tout à l'heure, on va revenir un petit peu plus en profondeur pour parler. On parlera aussi de la canne pour savoir un petit peu comment ça se passe. Ils sont passés aujourd'hui, l'usine a été bloquée dès 5 h du matin, si je ne me trompe pas. Et Gardel a, on va dire, proposé de rester fermés. Ils ont dit qu'ils allaient étudier toutes les propositions qui sont faites et ils sont censés revenir lundi. On va en parler tout à l'heure avec nous. Nous avons aussi Monsieur Trèfle. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe pour vous au niveau de la volaille? Est-ce que, parce que vous êtes dans la volaille, c'est très important aussi, puisqu'il y a plusieurs années, on a entendu parler du poulet de dégagement, où la Réunion luttait contre ce poulet. Nous, on sait aussi que sur notre territoire, on a beaucoup de poulets qui arrivent. D'ailleurs, dans la crise agricole au niveau européen, ils se plaignent du poulet ukrainien. Donc, comment ça se passe pour vous sur notre territoire avec l'élevage de la volaille? Alors l'élevage de la volaille cherche toujours son chemin. Aujourd'hui, plusieurs stratégies sont en cours. Donc bien sûr, que ce soit la région, l'État ont pris conscience de cette autonomie alimentaire que nous devons acquérir. Et mis à part les aides et les fonds, que ce soit de l'État ou l'Europe qui nous accompagnent, nous sommes en pleine restructuration en fait, de cette filière volaille pour pouvoir apporter de nouvelles idées, proposer aussi des nouveaux schémas afin d'installer les jeunes, aussi ceux déjà présents, pour mieux accompagner la production et augmenter cette, on va dire, attraction vers l'autosuffisance alimentaire. D'accord, merci beaucoup. Donc on va vraiment développer aussi tout ça. Tout à l'heure, beaucoup de choses très intéressantes. Bonsoir, Monsieur Vaïti-Lingon. Alors, vous, comment ça se passe? On sait, on vous a déjà reçu aussi, bien évidemment. Comment ça se passe, vous? En plus, vous travaillez dans plusieurs domaines. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu comment ça se passe? Et ensuite, on attend aussi un autre invité, mais bon, comme on sait, les agriculteurs travaillent, donc il ne devrait pas tarder, je pense, à arriver. Il va rentrer en plateau tout à l'heure. Alors, allez-y, expliquez-nous tout ça. Bon, voilà, mais David, 29 secondes, la matin.
En fait, on fait pas les agriculteurs comme moi, ils font pas exprès d'être d'être diversifiés. C'est ça, parce qu'en fait, on ne gagne pas suffisamment dans l'agriculture. Donc on essaie de combler avec d'autres activités. Et voilà. Vous, les plusieurs activités que vous avez, c'est des activités agricoles? Non, non. On fait un peu d'agriculture, ensuite on essaie de faire autre chose. On essaie de faire autre chose la semaine pour pouvoir manger à notre faim. Et voilà. Donc moi, en fait, actuellement je suis agriculteur, en même temps je suis couvreur, en même temps je fais un peu d'automobile. Donc tout ça, j'aurais préféré faire que de l'agriculture. Mais vu qu'on a des problèmes de foncier et d'irrigation, ouais, vous n'arrivez pas à exploiter votre pas à 100% en tout cas. Et au point de vue de la vente, je vends directement en particulier. Quand j'ai mes clients autour de chez moi. Je suis plus pour une agriculture paysanne que l'agro-business en fait. D'accord. D'accord. Donc plus en circuit court, on va dire, directement avec le client. Ça se voit peut-être pas, mais ça c'est quelqu'un d'assez conservateur. Donc c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Pour moi ça marchait bien. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être revenir en arrière parce que du coup, on a pollué toute la planète avec comme je disais la semaine dernière, les pommes qui font 50 pays différents, alors qu'il n'y a rien de mieux qu'une pomme à côté du pommier. Exactement. Donc, bonsoir, monsieur Nanin. Narana. Alors, excusez-moi. Alors, bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes dans la banane? Alors, pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer comment ça se passe pour vous? Et visiblement, il me semble, vous voulez peut-être voir si vous allez vous mettre aussi dans la canne. Expliquez-nous tout ça. Oui. Alors, donc, bonsoir tout le monde. Alors, permettez-moi, avant de commencer, aujourd'hui, nos collègues canniers sont en train de mener un mouvement et je leur dis que je compatis pleinement pour le combat qu'ils mènent parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est le gros problème de nous, les agriculteurs, c'est notre revenu, c'est notre gagne-pain. Et là-dessus, je compatis pleinement pour le combat qu'ils mènent en ce moment à Gardel. Alors moi, je suis monsieur Naranin, je suis producteur de bananes sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, troisième génération de producteurs de bananes. Et donc, effectivement, je suis là ce soir pour étayer un peu la complication de notre production et de faire en sorte qu'on puisse débattre sur les problématiques qu'on puisse rencontrer qui sont similaires à la production de canne, voire peut-être même aussi les autres productions de la Guadeloupe. Et donc voilà un peu sur ça qu'on débattra. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que j'espère qu'on arrivera à trouver une solution tous ensemble pour qu'on puisse sortir de cette problématique qui est le revenu, notre revenu sur la production agricole. Alors, je pense qu'on va commencer avec le revenu parce que je crois que c'est ce qui revient peut-être le plus souvent dans les plaintes des agriculteurs déjà sur notre territoire parce qu'on sait que c'est pas forcément évident. Alors moi je vais demander à Jordan s'il te plaît de nous afficher parce que monsieur notre président de région est parti sur le territoire hexagonal pour rencontrer le gouvernement et en ce moment, enfin hier, il était avec le président et il a abordé différents sujets. Donc ça, c'est un poste qu'il a fait, séance de travail avec le président de la République Emmanuel Macron. Donc ce mercredi 28, donc c'était avant-hier, je me suis entretenue avec le président de la République Emmanuel Macron à l'issue de la rencontre avec les acteurs du monde agricole ultramarin. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une rencontre. D'ailleurs, l'Élysée, le gouvernement a communiqué sur cette rencontre. Tout à l'heure, je vous montrerai le communiqué de presse que nous avons reçu. Mais comme ça, on va pouvoir parler des points qui ont été abordés.
Lors d'un échange franc et direct, j'ai principalement rappelé le rôle capital de l'octroi de mer pour nos territoires. J'ai insisté sur la nécessité de travailler sur cette réforme en concertation avec les collectivités locales, mais également de l'inscrire dans la lutte contre la vie chère. Et dans un second temps, je l'ai informé du mouvement de protestation de la filière canne en Guadeloupe, avec pour conséquence un risque sur le début de la campagne sucrière. On a tous compris que si ça ne commence pas bientôt, tout le monde, je pense, sera perdant. J'ai également rappelé l'importance de cette filière qui constitue un pilier de l'économie agricole et par conséquent plaidé auprès du président de la République pour renforcer l'accompagnement de l'État auprès des producteurs. Donc ça, c'est un petit peu un résumé de ce qui a été dit pendant la rencontre entre le président et Harry Chalus. Ça, on va regarder après la deuxième affiche. Mais visiblement, lors de la rencontre sur les territoires, enfin avec les différents politiques ultramarins, cette histoire de revenus, et je pense aussi des retraites. Alors, je m'avance un petit peu pour l'histoire des revenus et des retraites parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité, même avec le ministère. On avait reçu ici en téléphone M. Martranchard et on avait parlé de ça. Pour le revenu des personnes âgées, au niveau des retraites, c'est assez compliqué. Donc, est-ce que vous pensez que le gouvernement prend l'ampleur? Alors, on sait qu'en France, c'est vraiment un vrai problème, mais on aime bien dire, lorsqu'il y a le feu au château, on se fout un petit peu de l'écurie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement prend réellement l'ampleur de la crise agricole au niveau des revenus pour les producteurs guadeloupéens? Est-ce que vous avez déjà vu, vous par exemple, je vous pose la question, puisque vous avez déjà fait remonter des informations, est-ce que vous avez déjà vu ou entendu des choses qui ont été mises en place concrètement pour augmenter le revenu de nos producteurs au niveau local? On va dire que avec tous les remontées qu'il y a eu, je pense qu'il doit y avoir un temps de transition. Et c'est vrai que quand on parle d'autonomie alimentaire, on parle aussi de prix, on parle aussi de revenus. Parce que un producteur, normalement, un agriculteur a une entreprise en main. D'accord? Et s'il ne dégage pas de bénéfices, il ne peut pas tenir. Donc aujourd'hui, il est important, d'accord, de faire remonter tout ça. Et au niveau des revenus, pour moi, il est important aussi que chaque agriculteur puisse, comment dirais-je, avoir ce côté entreprise, vous voyez, parce que aujourd'hui l'agriculteur n'est pas, pour moi, il lui manque ce petit truc pour faire le chiffre d'affaires. Vous parlez au niveau administratif? Tout, de tout, parce que l'agriculteur, il est à la fois agriculteur, mais aussi à la fois administratif. Donc tout cela en un, d'accord, il doit pouvoir dégager le temps pour pouvoir faire son chiffre. Et là, des fois, c'est difficile. Donc, c'est pour cela que toutes les remontées qu'il y a eu, on a eu des réponses. Maintenant, pour les mettre en place, ça demande du temps. Et ce temps-là, je pense que nous sommes dedans. D'accord. Ça se passe comment pour vous? Alors, là-dessus, par rapport... alors, on parle de l'entretien qu'il y a eu avec le président Chalus, avec monsieur le président Macron. Là-dessus, je pense qu'il est important qu'il y ait une remontée de toutes les complications que rencontre notre agriculture en Guadeloupe, parce que bien souvent, il y a un fossé entre l'existant et le gouvernement qui légifère. Et donc, je pense qu'il est normal qu'on puisse faire remonter nos besoins, nos attentes. Et comme l'a dit si bien notre ami Gia, un agriculteur, c'est avant tout une entreprise. Et qui dit entreprise, dit derrière une famille. Donc, il y a besoin qu'il y ait des bénéfices pour pouvoir subvenir aux besoins, aux charges quotidiennes, etc.
Donc, pour moi, oui, il est normal que monsieur Chalus fasse ce travail-là. En tout cas, qu'il prenne à bras le corps le problème que nous, on a en Guadeloupe, qui est sur le fait que, en tout cas, moi, je parle au niveau de la banane, c'est très compliqué. On n'en vit quasiment pas de notre production. Et pourtant, la banane, c'est une production qui est, après la canne, qui reste une production super organisée, etc., etc. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Mais oui, le président est dans son rôle et doit prendre à bras le corps la problématique que rencontrent les planteurs de canne et le présenter au président. D'accord. Et pour vous, ça se passe comment? Est-ce que ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre, acheter les semis, le matériel? Comment ça fonctionne? Le plus cher pour moi, c'est la main-d'œuvre. En fait, un ouvrier agricole, comme dans le BTP, normalement, c'est 100 € la journée. Il fait chaud, il y a beaucoup de contraintes. Mais même nous, on n'arrive pas à payer ce montant. Ce qui fait que les terrains aussi sont pas... Enfin, la plantation n'est pas aussi belle qu'on aimerait qu'elle soit. Parce que ça coûte trop cher. En fait, moi, par conviction, j'ai essayé un désherbant en bio, l'acide pélargonique, à 20 € le litre. Ça dure 3 jours en fait. Ouais. Donc là, 20 € le litre par sillon, si tu as 100 sillons à 20 € le litre, pour 3 jours, c'est pas la peine. Ben, sur la complication du prix revenu, hein, on parle de ce qu'on on doit gagner. Ce qu'il faut comprendre, la chose, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation, d'accord, tout a augmenté. Oui, parce qu'il y a l'essence, l'énergie, le personnel, les intrants, tout a augmenté. Et là-dessus, on remarque que c'est toujours le producteur qui supporte ses charges. Et derrière, quand on regarde, parce qu'il faut savoir une chose, que ce soit la canne, le melon, la banane, le maraîchage, l'élevage, il y a toujours la grande distribution qui, elle, décide, qui nous impose même des prix qui ne correspondent pas du tout à notre coût de production. Et qui, elle, fait des bénéfices. On a vu les envolées de chiffre d'affaires. Il y a doublé, il y a triplé. Triplé même 10 fois 10 pendant le Covid. Il y a une chose qu'il faut comprendre, l'agriculteur n'est pas un mendiant. Oui. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir, on vient de le dire, nourrir sa famille. C'est pas compliqué. Nous pas vraiment dans le bitin. Nous voulons vivre de ça, nous avons produit. Moi, en banane, on veut avoir un cas produit banane. Moi, on veut quand on peut payer l'école à Timoun à moi, charge à personnel à moi, etc., etc. Et on constate aujourd'hui, malgré toutes les améliorations qu'on a amenées sur la production de bananes, eh bien, il y a des agriculteurs qui n'en vivent pas. Et ils sont là en silence. Et c'est ça parce que j'ai été avec le président de l'UDECAG, M. Roméo Ménard, et je le salue bien bas, qui lui mène un combat avec le collectif, qui disait que heureusement que pas un agriculteur guadeloupéen qui a suicidé. Oui, faut ça savoir vite. Ouais. C'est que dans l'Hexagone, c'est tout le jour un agriculteur qui a suicidé. Je sais, ouais. Bon Dieu, mais si ça va arriver, incident. Non, on ne peut pas l'élever comme ça. Non, mais c'est peut-être pas dans notre culture, mais à force, ça peut être arrivé un jour. Moi, j'espère ne pas arriver là. Justement, madame, allez-y. Vous demandiez si l'État prend conscience, oui, parce qu'il y a plus de difficultés encore. Alors qu'ils n'arrivent même pas à gérer en France, donc on n'a pas essayé de... Comment ça se passe dans l'élevage? Bon, je précise quand même, parce que bon, vous êtes dans la volaille, j'avais invité aussi pour le caprin, mais bon, malheureusement, il est malade, mais on le refera venir. Comme vous le savez, on va traiter l'agriculture toute l'année, donc ça, c'est pas un souci. Comment ça se passe au niveau de la volaille et dans l'élevage pour les animaux, pour le vivant, ça se passe comment? Alors, pour revenir sur la volaille et en même temps une transition sur ce qui vient d'être dit, la problématique, que ce soit de la retraite, qui est en Guadeloupe, mais en France aussi, on est issu des mêmes problématiques qui méritent de trouver une solution. Nourrir le peuple, parce que l'agriculteur, il ne faut pas oublier que c'est lui qui nourrit la France. C'est-à-dire que si on retire les agriculteurs, la France aujourd'hui, elle meurt de faim. On l'a vu pendant le Covid. Hein. Donc, on l'a vu. C'est grâce au panier que beaucoup de gens ont pu manger. Hein. C'est ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au ministère, dans les plus hautes têtes,
l'autosuffisance alimentaire est devenue une voie prioritaire. Donc, si on revient aujourd'hui dans l'élevage, aujourd'hui, l'élevage en Guadeloupe, notamment la volaille, c'est la première viande la plus consommée en Guadeloupe. On est à peu près à 13 000 tonnes consommées chaque année. Et pourtant, on importe aujourd'hui plus de 96%. On est incapable de produire notre propre volaille. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines problématiques qui sont bien sûr climatiques à cause de la chaleur et autres, où on n'a pas les mêmes performances que la métropole et autres. Et aussi tout ce qui va être l'alimentation qui a un fort coût. On ne plante pas de maïs, ni de blé, ni de soja. L'approvisionnement en matières premières des animaux, c'est-à-dire les poussins. Aujourd'hui, on a encore un défaut d'un couvoir pour nous faire naître les animaux sur place. Et tout ce qui va être aussi par rapport à nos saisons, vous le savez, hein, nous avons des agriculteurs qui peuvent manquer de formation ou manquer de surface par rapport à l'acquisition des terres, de construction des bâtiments, où on va avoir aussi un défaut en termes financiers pour accompagner les agriculteurs pour aller jusqu'au bout de leur projet. Donc tout ceci en fait crée une problématique qui nous bloque pour aller vers cette ligne directrice, l'autosuffisance alimentaire. Le revenu des agriculteurs qui encore moins n'atteint pas l'objectif, et bien sûr on se retrouve noyé encore dans ces problématiques. La retraite n'est pas bonne, les agriculteurs ont du mal à trouver des débouchés pour s'en sortir et pour subvenir à leurs besoins. Voilà, donc c'est la filière volaille, pareil, hein, va rencontrer ces mêmes difficultés qu'on peut voir un peu partout. Alors, est-ce que dans les différents problèmes, il y a des choses qu'on peut régler sur place entre nous? Par exemple, là, vous parliez de l'alimentation pour la volaille. J'imagine que c'est pareil, je ne sais pas, moi, pour tout ce que les gens peuvent élever comme animaux. Est-ce que, par exemple, vous, si vous avez des pertes, vous ne pouvez pas vous mettre avec... quelqu'un qui élève par exemple des bœufs pour lui donner les pots de banane, enfin je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Est-ce que vous pouvez croiser? Allez-y. L'élevage, je pense qu'il y a un modèle à revoir. C'est ça ma question. Est-ce que vous pouvez moi j'essaie de comprendre à quel croiser... moment des Guadeloupéens qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, se sont dit il faut que 3, 4 ou 5 personnes et 200 000 poules. Pour moi, s'il y a 1000 personnes qui ont 200 poules, là, on peut gérer les nourrissant avec autre chose, de la farine d'insectes ou des restes de tomates ou des restes de maraîchage ou des bananes. Mais lorsqu'on a 200 000 poules, on ne peut pas faire ça. C'est ingérable. Par contre, quand il y a 1000 personnes qui ont 200 poules, en plus, comme il y a une demande, donc il y a quelqu'un d'autre qui va se mettre à faire de l'élevage de poussins. Oui, c'est ça va faire une chaîne. Voilà, et pas à pas, en fait, on arrive à avoir un truc autonome. Mais là, le modèle n'est pas bon. Là, les poules sont nourries par de l'aliment qui arrive par bateau, à base de blé et de maïs. Les poussins arrivent par avion. Alors, pour moi, le modèle n'est pas bon. Même pour l'élevage de cabouilles, je vois des gens qui donnent de la nourriture à base de blé et de maïs, alors que ça ne pousse pas ici. Je vois des gens donner de l'herbe sèche comme si on était en hiver. Je ne comprends pas le système de production, en fait. En fait, on veut reposer des choses qui se passent dans l'Hexagone. Alors qu'on pourrait créer quelque chose ici, ouais, pour... Mais les cabouilles et les bœufs, à la base, c'est des animaux forestiers. Ils mangent des branches, ils mangent... Oui. Des feuilles d'arbres, tout ça. C'est ça. Alors, la semaine dernière, comme je vous disais, on a fait une émission avec les écoles et on avait une jeune femme qui était en BTS DARC. D-A-R-C. Voilà. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et cette jeune femme nous expliquait qu'il y a des choses, par exemple, que nos agriculteurs ne plantent pas en pensant qu'ils n'arriveront pas à le vendre. Et or, comme l'agro-transformation se développe, on a des agro-transformateurs qui importent. Je crois que c'est l'INIAM qu'elle nous a donné comme exemple. Donc, des fois, les agriculteurs, on ne trouve pas assez d'INIAM parce que certains pensent que, comme ils ne vont pas réussir à vendre forcément le tubercule, puisqu'on a déjà des INIAM sur le territoire, eh bien, ils en importent, donc des autres pays de la Caraïbe à côté,
pour les transformer, donc pour faire de la transformation d'igname. Est-ce que ça, c'est pas des choses où là, entre nous, par exemple, s'il y a une réunion au niveau des agriculteurs, introduire les agrotransformateurs, peut-être que ça pourrait permettre d'élever le revenu, par exemple, des agriculteurs. Par exemple, je ne sais pas, de faire à côté des ignames ou bien des bananes pour les gens qui veulent faire des chips de bananes, du manioc pour ceux qui veulent développer. On voit que tout ce qui est farine de manioc, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des roulottes avec des cassaves, des sandwichs de manioc et pas mal de choses. Est-ce que ça, ce ne sont pas des éléments où nous, sur le territoire, au niveau agricole, on pourrait voir, enfin que vous pourriez voir pour essayer d'augmenter les revenus, savoir quels sont les besoins des autres personnes et pas forcément du consommateur direct? Il y a un souci avec le prix. Parce que si on produit de l'igname à 4 € le kilo, par exemple, et que Costa Rica te le vend 30 centimes le kilo, je ne vais pas acheter mon igname. Alors, surtout pour la transformation. Alors là-dessus, la transformation. Ouais. Et si je peux rebondir, c'est vrai que je rejoins le collègue. C'est vrai qu'aujourd'hui actuel, le coût de production devient très élevé. Pourquoi? Parce que il y a aussi le prix de l'achat des plants, des semences, la préparation du sol. D'accord, des fois c'est des prestataires qui viennent. Donc, des fois, il faut augmenter le prix. Et à la fin, on va vendre l'igname minimum 4 € le kilo. Donc, il y a quand même... pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal parce que nous sommes en Guadeloupe et par rapport à ça, il y aurait pu avoir quelque chose de fait. Aujourd'hui, on est obligé de demander à l'État de nous donner des subventions pour avoir un prix juste. D'accord? Mais malgré ça, des fois, c'est pas possible. Donc, pour moi, l'agrotransformateur aussi, il doit avoir ce consensus entre l'agriculteur et l'agrotransformateur. Parce que c'est pour la Guadeloupe, c'est pour nous Guadeloupéens qu'on donne à manger, c'est pour eux. Donc, pour moi, en Guadeloupe, si on veut véritablement avoir l'autonomie alimentaire, il faut que les Guadeloupéens consomment. Mais pour qu'ils consomment, il faut avoir quand même cet équilibre. Ouais, d'accord. On revient avec vous juste après la pub. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous, comme vous le savez, nous sommes en plateau. Nous, pendant la pub, on discute toujours de savoir ce qui se passe. Nous sommes avec des agriculteurs, des éleveurs. Nous parlons de la souveraineté alimentaire. Il y a une crise dans l'agriculture actuellement. Le premier point, le plus important, le réel point, j'ai l'impression que c'est vraiment le seul, ce sont les revenus. Donc, pourquoi les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail alors que c'est des gens qui travaillent 70 heures des fois, enfin ils s'arrêtent pas, ils sortent de chez eux. On a déjà reçu plein d'agriculteurs sur le plateau, entre eux venir arroser, venir arracher, faire pousser, élever, traiter, faire l'administratif aussi. Ils ont beaucoup de travail concrètement sur leurs exploitations, ils n'arrivent pas à se payer. Donc comment faire? Donc avant la publicité justement, je me demandais, je posais la question aux invités de savoir si c'est possible, par exemple, de faire une réunion entre tous les agriculteurs et les agro-transformateurs de notre territoire pour savoir quelles sont les matières premières dont ils ont besoin. Et effectivement, on parlait de l'igname, puisque c'était l'exemple qu'on avait pris, et que le coût fait qu'on produit une igname à 4 € le kilo, et que c'est difficile des fois pour vous de voir comment réguler, trouver au niveau des prix quelque chose d'intéressant, parce qu'après, il faut quand même que le consommateur puisse consommer et acheter derrière. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette question de savoir si on peut croiser, par exemple, on a vu pour les poules, les cabris, si vous avez des chutes de bananes, est-ce que vous pouvez travailler avec des éleveurs, pourquoi pas, ça leur apporterait une matière première, ou est-ce que ça, ce sont des pistes sur lesquelles on peut travailler pour le futur, pour les futures générations? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que nous, dans la filière banane, il y a longtemps qu'on s'y est penché sur cette matière d'apporter un complément de salaire pour les agriculteurs. Donc, c'est vrai que nous, on a pas mal de déchets. Donc,
nos déchets, on a cherché à les valoriser par l'aliment pour bétail, mais bon, ça n'a pas forcément abouti parce que ça a un coût de production qui reste quand même assez excessif et qui fait qu'on reste au-dessus de ce que peut acheter un producteur pour les aliments en bétail. Mais cela étant, aujourd'hui, les agriculteurs font un travail qui, sur l'exploitation, font de la diversification, c'est-à-dire que on ne cultive pas seulement, en tout cas moi pour ma part, je ne cultive pas seulement de la banane, je fais aussi ce qu'on appelle de la diversification qui me permet d'avoir un complément de revenu. Mais cela étant, ça ne permet pas quand même de couvrir nos charges qui sont très importants, donc qui est dû aux problèmes climatiques, comme on vient de dire tout à l'heure, hein, donc climatique, charge sociale, un train qui coûte cher, problèmes, tous les maladies, chlordécone, etc., etc. Donc c'est vrai que ça incombe notre production. Mais ceci étant, moi ce que je voudrais insister sur la production de bananes, qui quand même reste une production qui est très organisée. Donc, même si les agriculteurs sont aujourd'hui en souffrance, mais c'est une culture quand même qui est très organisée après la production, après la culture de la canne. Et on arrive aujourd'hui à faire en sorte qu'on va vers l'autosuffisance alimentaire. La preuve en est sur la production locale. On arrive à égaler les 80 000 tonnes de produits qu'on fait à l'export. Aujourd'hui, on tourne un peu entre 100 000 tonnes de bananes consommées localement. Donc, mais pour autant, on reste quand même des miséreux parce que voilà, on subit de plein fouet les contraintes que nous impose la grande distribution. D'accord. J'ai une question pour la banane. Est-ce que vous savez qu'on peut faire du plastique avec les déchets ? Alors, sur ça, c'est vrai qu'on en parle. Hein, avec le tronc de la banane, on peut faire du tissu, on peut faire plein de choses. Mais encore une fois, c'est vrai que ça demande déjà de l'investissement, de la recherche, faire un gros travail sur la partie production, donc machines, personnel, qualifié, etc., etc. Encore un autre problème qu'on n'a peut-être pas parlé, et que je pense que tous mes collègues ici c'est le personnel. Personnel qualifié, aujourd'hui, c'est un gros problème. Mais est-ce qu'au lieu que nous, on le fasse, il ne faudrait pas trouver, par exemple, je ne sais pas, Mattel ou les créateurs de Barbie, et faire un partenariat avec eux et leur proposer que eux, leur vendent en fait en tant que matière première, parce qu'eux, ils ont toute la structure après. Et c'est le nouveau plastique bio. On est dans un moment où ils sont en train de tout changer. Ils commencent à faire des jouets avec des plastiques qui sont moins polluants que le plastique actuel. Et en plus, il y a des fonds au niveau mondial. La preuve, pour rebondir sur ce que vous dites, en production de canne, aujourd'hui, il faut savoir... Ils font les timbales et les couverts. Surtout, aujourd'hui... oui, au lieu de Gardel... Hop, on change et puis Gardel se débrouille et vous faites vos timbales. Enfin, vous trouvez quelqu'un qui fasse des... Et en plus, je suis sûre que vous prendrez la canne beaucoup plus cher que les prix, c'est possible. Hein. Mais de toute façon, des idées, il y en a toujours eu. On a toujours fait des avancées là-dessus. Je pense par exemple pour la canne qu'on veut faire avec la fibre de la canne, faire du plastique, faire de l'éthanol. Mais c'est encore le même problème. C'est une histoire de coût et qu'on soit concurrençable avec les autres. Et c'est là tout le problème. Donc chez nous, ça reste particulier parce qu'on est tributaire à des problématiques qui sont récurrentes, donc climatiques, sociales, environnementales, etc., etc. Et ça fait qu'on reste toujours dessus plus cher que les autres. On en discute, hein. On sait très bien qu'on peut le faire, qu'on a la matière pour le faire, mais ça reste très compliqué encore. Mais ça, c'est pas aux producteurs de le faire, en fait. C'est aux politiques de faire les infrastructures qu'il faut
pour qu'on envoie ce qu'on a à faire. Oui, de mettre en place pourquoi pas partenariats, les ponts pour que ce soit exporté dans tel pays, un peu comme pour le cuivre. Surtout, il faut savoir qu'avec l'Europe aujourd'hui permet justement, et en tout cas pousse à aller vers ces voies-là. En plus, il y a du budget. Il y a de l'argent pour ça. Il y a des fonds. Mais faut aller les chercher, quoi. Mais au-delà de ça, c'est surtout le coût. La matière première de base, elle coûte cher. La production pour aller vers ces filières-là reste très chère. Donc voilà, il faudrait qu'on soit... Parce que produire la banane, c'est subventionné. Produire la canne, c'est subventionné. La volaille, c'est subventionné. Enfin voilà, donc vous repayez vous-même ce que vous faites et que vous... Ouais. Donc, il faut qu'on arrive à trouver. Alors moi, je suis plus partant pour qu'on puisse, je dis tout le temps, il faut qu'on arrive à faire des propositions purement locales. Je veux pour preuve, la production de bananes au niveau local le montre. Hein. Il y a une consommation telle et qui d'année en année augmente. Oui, d'année en année. Moi, j'en mange tout le temps. Je me rappelle, il y a aux années avant 2000, donc moun pas de manger pollo. En fait, pollo c'était pollo. Aujourd'hui-là, si le consommateur local n'a pas sa banane dessert pour dans son foyer, voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on pousse d'abord le consommateur local à s'habituer de nos productions et à partir de là, on verra voir si on va vers le marché extérieur. Mais pour moi, il faut d'abord travailler sur la consommation locale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas... pour moi, le consommateur, il cherche... Juste deux mots. Monsieur Treff qui est là, et peut-être va étayer. Je vois par exemple, quand ils ont commencé à faire la découpe, ça n'a pas été fait en Guadeloupe. Eh bien, aujourd'hui, la population a tendance à aller de plus en plus vers ce produit et pourtant qui demande qu'à aller plus loin dans la stratégie. Mais pour ça, il faut permettre justement à cette filière de se développer, aller vers du matériel, se rendre de plus en plus professionnel. Et pour ça, il y a de l'argent pour ça. L'Europe permet ce genre de choses. Mais bon, encore faudrait-il que nos politiciens nous suivent. Quand vous dites qu'il y a de l'argent pour ça, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que pour pouvoir bénéficier de ces fonds, il faut faire des gros dossiers Red Marteau. Et attention, il faut investir aussi. Parce que si on n'a pas un fonds d'investissement d'abord, parce que c'est du remboursement, voilà, il faut investir avant. Il a raison, c'est un très très gros problème. Par exemple, excuse-moi, et je te laisserai la parole, pour investir sur un projet agricole, notamment le FEADER, parce que pour nous c'est la partie FEADER, il faut investir 70% du montant de l'investissement. Agriculteur là, si qu'a venu chercher l'argent, c'est qu'il n'est pas ni. Oui, mais ça c'est pour tous les secteurs d'activité. Donc pourquoi nous qu'a fait en sorte que d'accord. Alors ceci étant, nous pas là non plus pour nous mendier. Je pense que tout investissement doit montrer que nous sommes déterminés. Ça, on le comprend très bien. Mais moi, je pense qu'au lieu de partir sur 70%, on devrait partir sur 25% ou 50%. Et ensuite, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il y a des organismes qui sont là pour ça. La BPI France, la région Guadeloupe qui a un fonds de secours pour ça. En fait, voilà, il y a tous des circuits qui sont là qu'on n'utilise pas. Donc voilà, je te laisse la parole, excuse-moi. Effectivement, il y a tous ces structures qui sont mises en place pour nous permettre d'aller vers. Mais il faut aussi que l'entrepreneur puisse avoir un dossier complet. Il doit aussi avoir un projet que ce projet-là, ça lui permette d'aller vers ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, d'accord, mais ces projets n'ont ni pied ni tête. Donc à la fin, ils vont se dire, ouais, il n'y a pas qu'à aider moi, mais le projet même n'est pas viable. N'est pas bien. D'accord, donc c'est important aussi. Donc il faut savoir que les entrepreneurs aussi doivent pouvoir avoir un début. Mais pour ça, ils peuvent se faire accompagner. Oui, ils peuvent se faire accompagner. Ils ont des difficultés pour monter leur projet. Oui. D'accord. Mais des fois aussi, ils ne veulent pas. Des fois, ils ne veulent pas. Il y a eu des cas où les subventions ont été acceptées par le FEDER. On va dire 200 000 €.
Et la banque ne prête pas les 200 000 euros. Alors que ta subvention est acceptée. Et puis, donc c'est là qu'il va dû avoir un fonds de secours. Peut-être la région, je sais pas, le département t'avance les fonds. Et ça, puis alors, après tu... Ce problème de banque, ça, c'est monté tellement haut parce qu'il y a un problème avec les banques sur notre territoire. Elles ne veulent pas prêter d'argent. Donc de toute façon, on fera une émission avec les banques sur ce point-là. Mais alors, l'ancien ministre, donc, qui est parti en courant, bien évidemment, avait dit qu'il allait mettre en place un fonds alimenté par des entrepreneurs, du mécénat, un petit peu de tout, pour pouvoir justement revenir en remplacement des banques et subventionner les projets des gens que ça pourrait intéresser. Donc, si les banques ne suivent pas, il faut voir si ça va être mis en place ou pas. Affaire à suivre. Il faut savoir pourquoi les banques ne suivent pas. Il faut savoir pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas... la banque voit très vite si le projet est rentable ou pas. Si le projet n'est pas rentable, c'est sûr que la banque ne va pas suivre. Et si le projet est rentable et viable, c'est sûr qu'ils vont dire, bon, ok, leur projet est viable et leur compte aussi est tenu. Vous voyez, donc il y a tout un processus qu'il faut respecter aussi pour que le projet passe. Pour que ça puisse fonctionner. Voilà. La subvention est acceptée, pas de problème à banque. Pas spécialement. Pas spécialement. Parce que le projet, tu peux avoir la subvention, d'accord? Mais si le projet même ne permet pas après de rembourser, d'accord, mais tout de suite, ils vont te dire clairement que... Maintenant, c'est la subvention qui te rembourse. Hein. Après, c'est le projet. La banque et celui qui donne l'argent à la banque et celui qui donne la subvention, ce n'est pas la même personne. Oui. Ce n'est pas la même vision, ce n'est pas les mêmes raisons, Exactement. ce n'est pas les mêmes arguments. Et qui fait qu'on est souvent dans des porte-à-faux, donc où on a pas mal de projets qui veulent se voir monter, mais qui n'y arrivent pas parce qu'en fait, on tombe dans un circuit et dans un labyrinthe où on n'en voit pas la sortie, qui fait que le projet, en fait, ne voit jamais le jour. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs guadeloupéens qui travaillent à développer le territoire, hein, et notamment cette quête vers la souveraineté alimentaire. Et je prends l'exemple d'un projet que nous avons, nous, en interne, où on cherche à développer le steak de volaille. C'est un projet qu'on essaie depuis 2 ou 3 ans quand même de mettre en place. Mais c'est vrai que le parcours des subventions qui sont aujourd'hui, beaucoup de monde le savent, mais le FEADER aujourd'hui est fermé. On ne peut plus déposer de dossier pour pouvoir obtenir une subvention, puisque l'Europe et tout le process est en train de se mettre en place pour la nouvelle programmation. Puisque l'ancienne programmation a été fermée, a été clos. Et là, aujourd'hui, donc, on est dans un blocage économique où il est impossible, théoriquement, de pouvoir développer la Guadeloupe, car ces subventions, la porte est fermée. Donc, on attend la mise en place pour que ces projets puissent voir le jour et pouvoir aussi aller vers cette souveraineté alimentaire dont on parle aussi souvent. Alors, j'ai un agriculteur, alors désolé, je ne me souviens plus de votre nom, en plus j'ai beaucoup de numéros de téléphone, mais qui m'envoie un message pour me dire le complément de revenu pour l'agriculteur est défini dans la politique agricole commune et malheureusement, nos politiques ne font pas la recherche nécessaire afin de permettre aux agriculteurs guadeloupéens de parvenir à des fonds. Donc, il y a dans la PAC des mesures même pour assurer son exploitation et dont les Guadeloupéens ne peuvent pas bénéficier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, j'imagine, des choses qui sont possibles en termes pour les Européens, on va dire, et où en Guadeloupe, nous, on ne peut pas accéder? Alors, les Européens, ils ont accès à certaines aides qui sont écrites, qui sont attribuées d'une certaine façon, et comme nous, dans les pays, les départements d'outre-mer, nous avons aussi nos méthodes calculées par rapport à notre insularité en premier et aussi tout ce que le gouvernement a jugé bon d'attribuer ou pas au département d'outre-mer. Je dirais que le final va quand même être le même puisque les Européens, ils se suicident. Chez nous, on n'arrive pas à se développer. Les aides, l'argent, il est là, mais la difficulté est de pouvoir s'entendre
avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui donne les subventions, celui qui donne l'argent, pour que puisse en fait avoir des projets viables et matures où on est réellement en train de travailler et gagner de l'argent. Donc cette politique, la PAC, qui existe, hein, qui est assez lourde, hein, dans les textes et autres, elle a le mérite d'exister, mais c'est vrai qu'en pratico-pratique, on a du mal à voir les effets et on a du mal aussi à voir les attributions pour pouvoir dire que tout fonctionne bien et que tout se passe bien. Voilà. Mais c'est un défaut en fait de l'écriture française, hein, puisqu'en France on sait très bien qu'on aime écrire, qu'on aime argumenter, mais on a une très belle langue, mais souvent là en pratique c'est pas aussi joli. D'accord. Et pour finir, je voudrais vous parler du communiqué de presse qu'a fait le gouvernement donc, le 29 février. Hein, comme vous le savez, nos politiques ultramarins sont sur le salon de l'agriculture. Donc, ils en ont profité pour faire une réunion avec le gouvernement et le chef de l'État. Ils proposent 3 points. Donc à voir comment ça va se dérouler. Pour l'instant, je transmets juste l'information. Donc en complément de ces annonces lors de ces visites sur le SIA, donc le Salon de l'Agriculture, sur les clauses miroirs, la simplification, donc ça c'est pour toute la partie administrative, la mobilisation européenne, la rémunération des éleveurs et les particularismes agricoles, le président de la République a insisté sur 3 enjeux majeurs pour nos Outre-mer. Le premier, c'est d'abord face aux aléas climatiques et catastrophiques. Il est fondamental de mieux protéger les exploitations et les modèles agricoles ultramarins. Le deuxième point, c'est produire plus et mieux. Alors, plus et mieux, il faut qu'il peut-être nous expliquer ce qu'il entend par produire plus et mieux. J'imagine que vous voulez tous produire plus et mieux. Mais nous devons renouveler les générations d'agriculteurs et renforcer l'attractivité des métiers. Donc ça, c'est le deuxième point du président de la République. Hein. Et le troisième, c'est enfin pour renforcer la force productive de nos territoires et atteindre la souveraineté agricole, nous devons mener à bien les plans de souveraineté et d'autonomie alimentaire qui ont été élaborés dans les 5 départements et régions d'outre-mer. Donc ça, pour ce dernier point, en fait, il veut accélérer, que les gens puissent toucher plus facilement les crédits qui ont été attribués pour le PLF, là. Donc le plan financier là, qui a été voté pour le 2024. Et visiblement, donc, l'État a augmenté les crédits alloués à cet objectif de 45 millions à 60 millions, donc dans le cadre du plan financier. Est-ce que vous trouvez que par rapport aux difficultés que vous avez, ces réponses, c'est concret? Est-ce que ça répond concrètement à une seule de vos difficultés? Ou est-ce que ça tape à côté? On verra. Pour moi, je pense que là, c'est un communiqué de presse. Il y a eu des choses qui ont été dites. Merci beaucoup, c'est bien. On est d'accord, on entend. Maintenant, pour moi, il est important de voir la mise en place. Parce que 60 millions, c'est pour tous les départements. C'est pas que la Guadeloupe, d'accord? Donc pour moi maintenant, c'est voir la mise en place. Et pour le climat, oui, ça pourrait aider. Ça pourrait aider, oui. Mais quand il y a un cyclone, pour moi, il y a trop d'attentes pour déclencher comment ça s'appelle encore là? Les aides. Il y a trop d'attentes. Parce que le temps de déclencher, eh bien, il y a déjà 6 mois, 1 an. Oui, alors qu'on voit quand ça arrive sur le territoire hexagonal, tout le monde court partout. Exactement. Pour vite que les assurances, Bruno Le Maire tape du poing. Ah oui, donc, effectivement. Maintenant, c'est avoir la mise en place. C'est la mise en place qu'on attend pour voir vraiment quelles sont la réalité. Parce que parler, c'est beau. Maintenant, agir maintenant, comment on fera? Vous voulez rajouter quelque chose sur les points qu'a proposé le président là, dans le communiqué? Alors, les points ont eu le mérite d'être abordés et c'est vrai qu'il fallait faire cette proposition, qui est une très bonne proposition. C'est des choses qu'on est content d'entendre, qu'on va être content de voir en pratique se réaliser. Il y avait aussi d'autres problématiques. On a parlé par exemple des retraites et autres, mais dans le renouvellement des générations, il y a aussi ce mot retraite. Qu'est-ce qui est mis en place? Combien d'agriculteurs
touche aujourd'hui sans la retraite, on n'a pas donné un seul chiffre aujourd'hui. On n'a pas abordé ni le sujet, ni expliqué en fait les bases et d'où est l'origine du problème. Donc, cette note gouvernementale a le mérite d'exister. Elle est vraiment très bien, mais c'est vrai que ce n'est pas complet. Il y a encore des choses à aborder, des choses à mettre en place. Donc, les politiques ont eu cette note, hein, en même temps que nous d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils vont travailler pour pouvoir continuer à aller dans cette voie, d'avoir des réponses. Est-ce que dans les choses qu'il faut aborder, il faut arrêter, je ne sais pas moi, de se voiler la face et reconnaître qu'on ne peut pas faire rentrer tous les aliments qu'on produit, par exemple, sur le territoire? Est-ce que ça, c'est pas aussi un problème qu'il faudrait reconnaître, non? Alors, beaucoup peuvent dire, par exemple, un problème qu'on peut reconnaître, c'est arrêter de faire la canne à sucre qui n'est pas rentable, qui est peut-être moins performante sur ce marché mondial du sucre et autres. Et on pourrait reconnaître, par exemple, on pourrait planter que de la cannabis, par exemple, qui pousse bien chez nous et qui va être beaucoup plus rentable et autres. La Jamaïque s'est mis en plus les dernières. C'est des choses qu'on pourrait aussi reconnaître. Donc, en fait, la Guadeloupe a une histoire, que ce soit à travers la canne, la banane, son agriculture de base. Ce serait à nous de prendre conscience et de se dire, bon, soit on se met tous ensemble autour d'une table, que ce soit l'État, les politiques, les agriculteurs et autres, et qu'on se dise, bon, on ne gagne pas assez d'argent, est-ce que vous nous permettez de tout changer pour qu'on puisse aller dans un nouveau modèle économique? Comme ça, on va laisser le pays Afrique vendre, développer sa banane et son sucre, et nous, la Guadeloupe, vu qu'on n'est pas compétitif en termes de prix et qu'on a besoin des subventions européennes pour pouvoir survivre, et qu'on est à la merci de ces subventions, trouvons un nouveau modèle économique pour pouvoir avancer et se développer. Mais il ne faut pas que ce soit tabou. Enfin, oui. Il faut qu'on puisse en parler. Voilà, ça doit pour moi, la canne fait partie de l'identité de la Guadeloupe, en fait. Oui, de toute façon, c'est aujourd'hui les producteurs étaient sur le journal, dans le journal. On aura l'occasion de les recevoir encore, hein, parce que forcément, on n'a pas tout vu ce soir. Mais oui, ça c'est important pour que les gens continuent aussi la canne à sucre. Après, faut pas penser seulement aux planteurs de canne, parce que s'il n'y a plus de canne, il n'y a plus de transport de canne. Oui, s'il n'y a plus de transport de canne, il n'y a plus de coupe de canne. Il faut appuyer les RSA à tous ces gens-là. Donc, et c'est toute une filière. Il faut prendre ça en compte dans le prix de la canne. Hein. C'est toute une filière. Donc c'est ce que le président disait dans son communiqué. Visiblement, il a dit au président de la République que la filière cale, c'est un poids au niveau de l'économie. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport au point Et par rapport au document, là, c'est toujours la France qui propose, l'Élysée qui propose. Je ne vois jamais de proposition des Guadeloupéens. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça, justement? Je ne sais pas, déjà il y a 5 syndicats qui ont donné 5 prix différents pour la tonne de canne. Ensuite, il y a un système collectif qui s'est mis en place parce qu'on ne les a pas concertés. Je pense qu'il faut se remettre en question. Moi, j'aurais tendance à dire, de manière générale, il faut qu'on arrive, comme a dit M. Treff, il faut qu'on arrive à rechanger le modèle de production et pas forcément attendre sur les aides de l'extérieur. Je pense, et j'en suis persuadé, que les agriculteurs, que ce soit de tous les secteurs, sont parfaitement capables de nourrir la population. Il est vrai qu'on a des problèmes structurels, donc nos exploitations sont des fois très, très petites. En plus, on n'utilise que 30%, il me semble, des terres agricoles. On a à côté de ça des sols qui sont disponibles. Donc voilà, donc je pense que si on est des forces, parce qu'on est déjà des forces de proposition, mais qu'on nous permet justement de mettre à profit notre savoir-faire, je pense qu'en développant beaucoup plus la production locale, je pense qu'on est capable de faire plein de choses. Et ensuite, le surplus de production, pourquoi pas le mettre à l'exportation. Moi, j'ai plus une vision d'agriculture vraiment purement locale.
D'accord, eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention. Ça passe vite au niveau de l'heure et c'est vrai que l'agriculture, c'est un gros sujet vraiment bien développé. Le mois prochain, on va essayer, donc je dis bien essayer, d'avoir déjà les éleveurs de bovins et de caprins sur notre territoire. On a des Guadeloupéens qui ont été primés au niveau du salon de l'agriculture, donc on va voir s'ils vivent ici ou pas, comment ça se passe pour exactement pour voir si on peut les inviter en plateau, et on va essayer de revenir parce que bien évidemment tout ce qui se passe au niveau de la filière de la canne, de toute façon ça a déjà été dit avec Harold dans le journal, ce sera suivi par nos équipes comme d'habitude afin que vous soyez informés de la manière dont ça se passe sur notre territoire. Vous voulez rajouter quelque chose? 30 secondes. Ben, ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les Guadeloupéens soient unis, les agriculteurs soient unis. Il faut vraiment que le monde politique agricole soit uni aussi. Il nous faut une vision politique autonome. Et ça, vraiment, je pense que c'est le moment de le faire. Et au long terme. À long terme, exactement. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. J'espère que vous reviendrez participer aux autres émissions. Et si on arrive à avoir le gouvernement cette année, bon, j'avoue que c'était un peu compliqué là pour l'année dernière, mais je pense qu'on pourra peut-être faire quelque chose avec monsieur Martranchard si vous voulez participer. Il n'y a pas de souci pour moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Au revoir.